Bonsoir à tous. Donc pour le moment, vos micros sont coupés, mais est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Alors, l'idée, c'est de vraiment garder les micros coupés avant qu'on procède au temps de questions-réponses. Pour l'instant, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais vous êtes déjà nombreux. Merci d'être là ce soir pour participer à ce webinaire sur la question de la psychopathologie et des motifs de consultation. Donc, je vais me représenter puisque je ne suis pas sûre qu'on se connaisse tous déjà. Donc, je suis Marie-Camille Jeunet, je suis psychologue clinicienne et docteur en psychologie clinique et en psychopathologie. Donc, je consulte dans le cadre de la périnatalité, c'est-à-dire des consultations parents-bébés ou de futurs parents, donc de femmes enceintes accompagnées ou non de leur conjoint, à l'Aubier, dans le sud des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire un CMP toute petite enfance à Bourg-la-Reine. J'ai par ailleurs des activités de recherche, de formation, bien sûr, à Ostéonate et dans d'autres endroits, mais également des activités de recherche dans le domaine de la périnatalité et de la protection de l'enfance. Alors, vous êtes presque tous là. Je suis en train d'admettre les retardataires. Donc, l'idée, c'est vraiment que je vous présente un petit peu mes diapos pendant une 35-40 minutes maximum pour garder un bon temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, des questions qui vont être traitées notamment par Thierry Le Boursier, qui est là. Tu peux te signaler, Thierry. Voilà. Donc, il va répertorier les questions, les traiter et me les passer pour que je puisse y répondre dans un deuxième temps. Alors, peut-être que vous pouvez mettre vos caméras juste dans ces premières minutes pour savoir un peu qui finalement m'a déjà entendu moi ou a déjà en tout cas participé aux formations qui sont proposées via Ostéonate. Comme ça, pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, levez la main si vous avez déjà participé à une formation d'Ostéonate. Un peu. Donc, a priori, il y a plus de personnes qui sont déjà venues à Ostéonate que l'inverse, même s'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas ouvert leur caméra. Ceux qui sont en maillot de bain ont décidé de la caméra, je pense. Alors, très bien. Coucou Margot. Margot qui est directement de Nice, par exemple. Ah, ça, c'est le direct de Nice. C'est le bon point du... Ouais, elle est restée enceinte, là, d'ailleurs. Elle rentre de la plage. Donc, tu as trop coupé, mais on t'entend quand même via mon micro. Je parle à Margot. Voilà. Donc, il y a encore des caméras coupées. Et on est encore... Voilà, j'admets les dernières personnes. Et on est une trentaine. Alors, je vais te demander donc à chaque fois d'admettre les retardataires, Thierry. Couper l'image, vas-y. Et donc, on va commencer. Voilà, donc je tiens à dire qu'on n'a pas reçu de questions au préalable, comme on l'avait indiqué comme une possibilité, mais j'imagine que les questions viendront au fur et à mesure de l'exposé. Donc, n'hésitez pas à les écrire via le chat pendant même l'exposé, comme ça, elles pourront être traitées au fur et à mesure. Je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour voir mon PowerPoint, je ne vois plus vos images ni le chat. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez une question urgente à poser ou éventuellement à l'écrire, encore une fois, en parallèle.
Alors, que puis-je faire pour vous, hein, si on admet que cette question est posée par, en ce qui concerne l'ostéopathe qui reçoit donc un bébé amené par son ou ses parents dans le cadre d'un symptôme qui gêne d'ailleurs plus ou moins son ou ses parents et éventuellement le bébé, mais c'est bien là la question, compte tenu du fait que le bébé humain ne parle pas et qu'il va mettre longtemps avant de parler. Donc, il y a une importance à parler de la spécificité de la périnatalité. C'est le seul moment où finalement le patient traité n'est pas seul à avoir besoin d'être traité puisqu'il dépend éminemment de ses parents. Un bébé seul, disait Winnicott, qui est un grand pédiatre et psychanalyste, ça n'existe pas. Ça paraît un peu bête, alors je vais l'admettre, voilà, ça paraît un peu bête comme phrase et en fait c'est extrêmement important. Effectivement, il va falloir prendre en compte les manifestations du bébé, mais ce qu'elles vont répercuter chez le ou les parents, et qui va être plus ou moins entendu d'ailleurs dans le cadre de la plainte. Et là, la première erreur à ne pas faire, c'est de prendre cette plainte ou ce motif de consultation, comme on dirait, argent comptant. Ça ne veut pas dire qu'il faut la mépriser, mais il faut la traiter au sens large, en traitant le bébé et en traitant éventuellement ses répercussions sur les parents. Donc, il y a, encore une fois, plusieurs patients à prendre en compte. Et effectivement, c'est très important parce que le bébé dépend énormément de ses parents, pour sa survie même, et pour la question de ses ressentis, de ses émotions. C'est-à-dire que ce qu'il va vivre, ça va être fonction de ce que les parents en comprennent et d'ailleurs de ce que les parents sont capables de lui restituer directement et par les actions qu'ils vont faire sur lui, c'est-à-dire comprendre quand est-ce que son bébé a besoin de dormir, comprendre les difficultés de régulation de son bébé et pas des bébés de manière générale, mais ça n'est pas chose aisée et généralement ça prend plusieurs semaines, à peu près autant de semaines que la question de l'allaitement. Donc, il va falloir clarifier les ressentis de chacun. C'est-à-dire, si une maman vous dit il a le sentiment que je l'abandonne, on peut penser que quand même, elle parle aussi un peu d'elle quand elle pose le bébé pour s'endormir, parce que ça parle de séparation. Donc, qui ressent quoi et quand ? Et par ailleurs, il va falloir que vous puissiez objectiver ce que vous percevez du bébé dans l'ici et maintenant de la consultation par le biais de l'observation. C'est-à-dire qu'on vous parle d'une plainte, d'un motif de consultation qui va être plus ou moins en concordance avec ce que vous allez retrouver sur le bébé. Et là, ça va vous amener des questions. Donc, le bébé est fait des représentations que les parents en ont. C'est-à-dire qu'un parent pourrait dire mon bébé, il est comme ci, comme ça. Et c'est très important qu'un bébé pense quelque chose de son enfant, même s'il se trompe en partie. C'est comme ça qu'un bébé grandit et qu'il est inscrit dans ce qu'on appelle la filiation. Et par ailleurs, c'est vraiment ça qui va influencer sa capacité de régulation de ses états de veille et de sommeil. J'admets avoir quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'un bébé va avoir plus de facilité à s'endormir et notamment s'endormir seul petit à petit quand ses parents détectent suffisamment précocement qu'il est fatigué. Et ça ne va pas de soi de penser qu'un tout petit bébé est fatigué ou non. Et surtout quand un bébé est plus tendu ou quand c'est pour lui, c'est pas si simple que de s'endormir tout de suite après un biberon. Et enfin, ces représentations, elles vont aussi influencer le regard, ou en tout cas les mains en ce qui vous concerne, mais aussi le regard qu'on va poser sur le bébé. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à s'identifier plus facilement aux parents parce qu'il est plus proche de nous dans tout un tas de fonctionnements qu'au bébé. Et donc apprendre, encore une fois, pour argent comptant, ce qui est du bébé. Encore une fois, il faut pouvoir s'autoriser à ressentir une sorte de discordance et à l'amener au sein de la consultation comme un élément de question qui pourrait permettre de continuer une anamnèse ou des questions que vous auriez éventuellement posées au début de votre consultation et qui peut tout à fait se continuer pendant la consultation. Donc, la consultation pour le bébé oblige, encore une fois, à tenir compte de cette distorsion potentielle entre la plainte, le motif et ce qu'on retrouve chez le bébé. Et par ailleurs, il faut savoir quand même que le motif de consultation, il va être rarement posé par d'autres professionnels. Donc, on verra un peu plus tard que c'est quand même intéressant de se poser la question des modes. Actuellement, on a vu d'ailleurs
grâce à Thierry, qu'il y avait quand même une mode sur la frénectomie. D'ailleurs, je vous amènerai un cas clinique où il en est question. Et donc, on peut interroger aussi les parents qui vont amener un bébé chez l'ostéopathe parce qu'il y a un effet de mode, juste pour voir si tout va bien. Alors, ça peut être éventuellement vrai, mais le juste si tout va bien peut cacher une angoisse énorme liée finalement à ce qui s'est passé pendant la grossesse ou éventuellement au moment de l'accouchement, et donc finalement pas juste pour voir si tout va bien. Alors, juste une seconde, je vais admettre encore 2 personnes. Voilà. Donc finalement, du côté de l'anamnèse, qu'il faut s'autoriser à pouvoir prolonger, on va retrouver des éléments de force ou de vulnérabilité qu'on peut facilement repérer. Donc, du côté des parents, il y a tout ce qui est de l'ordre des antécédents pendant la grossesse, bien entendu. Donc, le moment de la découverte de la grossesse, est-ce que ça a été un moment de joie, un moment plutôt finalement à la fois de joie, mais quand même finalement comme si le bébé, il était venu un petit peu trop tôt. Alors, les parents vont souvent se défendre un peu de ça en disant, c'était une grossesse désirée, mais elle est venue un petit peu trop tôt dans notre projet. Donc, c'est venu gêner quelque chose de l'ordre de la temporalité de la grossesse. Ou finalement, est-ce que c'est un peu neutre? Est-ce qu'on repère soit des épisodes dépressifs ou en tout cas des moments où l'humeur de la maman notamment était un peu problématique? Et encore une fois aussi, ces épisodes dépressifs ou cette humeur un peu plus sensible peut aussi être corrélée à des plaintes somatiques du côté de la mère. Il faut vraiment retenir ça, la multiplicité des plaintes somatiques au cours de la grossesse ou les difficultés de sommeil pendant la grossesse, ce sont des éléments qui peuvent être fortement corrélés à un risque de dépression postnatale. Et l'élément somatique le plus corrélé, c'est les douleurs pelviennes. Donc, il y a des chances que finalement, vous ayez vu des femmes enceintes par rapport à des douleurs pelviennes notamment, où là, il faut s'alerter. D'une part, voir s'il y a eu d'autres plaintes somatiques en plus de ces douleurs pelviennes et suivre un peu l'évolution de cette maman. Est-ce qu'il y a eu un problème dans le suivi de grossesse, comme par exemple une découverte d'une éventuelle malformation sur le fœtus, d'un retard de croissance intra-utérin, et où finalement que tout ça s'est bien terminé, que ça se soit bien terminé ou non, ça va toujours laisser une inquiétude chez le parent. Finalement, quand il y a eu une suspicion, même si ça s'est avéré négatif par la suite, ça reste un peu ancré et on sait que ça va s'introduire dans les interactions jusque plusieurs années plus tard entre le parent et le bébé, et notamment pour quelque chose d'aussi étrange qu'une suspicion d'anomalie comme une trisomie, mais le parent reste presque persuadé que son enfant, s'il n'est pas trisomique, a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc là, on voit bien que c'est aussi de l'ordre fantasmatique, c'est-à-dire que l'anxiété va au-delà du principe de réalité. Bien entendu, du côté de l'accouchement et des suites de couches, est-ce qu'il y a eu des événements potentiellement traumatiques pour la mère et qui ont eu des répercussions éventuellement graves sur le bébé et ou sur la mère et sur son état psychique? Et là, il y a une dimension très importante, c'est celle du temps. Et tous ces éléments-là vont être potentiellement réactualisés. Il y a encore quelqu'un qui arrive. Des éléments d'anxiété ou de tristesse au travers du ou des symptômes du bébé. Et ça, on va voir comment ça va se rejouer. Donc, il faut bien comprendre que le bébé peut avoir des éléments de fragilité, de vulnérabilité, comme le sommeil, mais on pourrait dire que pour tous les bébés, s'endormir seul et puis maintenir son sommeil, c'est quelque chose de complexe qui va prendre plusieurs semaines. Mais quand cela s'ajoute dans une histoire complexe du suivi de grossesse ou de l'accouchement, eh bien, ça va générer une anxiété ou une tristesse importante du côté des parents et donc, ça va devenir un symptôme éventuellement chez le bébé. Alors, il y a un problème sur mon PowerPoint. Hop, hop, hop. Excusez-moi. Donc, si on part du principe que un élément du côté du bébé, un symptôme,
peut s'expliquer par différentes causes, eh bien, on est dans ce qu'on appelle le modèle de la diathèse. C'est-à-dire que ce symptôme peut s'expliquer par un faisceau de signes ou d'éléments cliniques que l'on retrouve d'ailleurs plus ou moins dans le cadre de sa consultation. Et à ce moment-là, c'est justement mon propos aujourd'hui, la psychopathologie, c'est-à-dire comprendre comment est-ce que des symptômes et des signes peuvent s'inscrire dans une psychologie qui est partagée par les parents et le bébé, va permettre de comprendre comment une difficulté chez le bébé, qui au début s'inscrit dans la normalité, compte tenu de son immaturité, va pouvoir éventuellement devenir un symptôme, c'est-à-dire que ce qui est normal va finalement s'aggraver en fonction du temps parce que la question psychopathologique n'est pas traitée. Donc, l'exemple le plus probant, c'est celle des troubles du sommeil. Il faut rappeler que c'est le premier motif de consultation chez les enfants de 0 à 3 ans et même chez les enfants de 0 à 2 ans. C'est extrêmement banal et à partir d'une demande de consultation, par exemple à l'OBIE, de troubles du sommeil, eh bien, on va avoir tout un panel de troubles différents du côté du bébé et ou du côté d'un ou des parents. Et bien entendu, par rapport à la question du sommeil, le bébé a besoin de ses parents, on l'a vu au début, notamment pour réguler ses états de veille-sommeil. Le bébé est extrêmement dépendant de ses parents et au fur et à mesure du temps, il doit être amené à s'autonomiser. Mais dans cette question du sommeil, eh bien, il va y avoir symboliquement la question de la séparation. Pour s'endormir et s'autonomiser dans ce processus, il faut se séparer et pour se séparer, il faut être deux. Donc, ça veut dire que les parents doivent aussi avoir une capacité de séparabilité, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir comprendre pourquoi éventuellement ça les agite un peu intérieurement, psychiquement, de se séparer de leur bébé compte tenu d'une réactualisation éventuelle d'autres épisodes de séparation, de leur propre histoire ou de moments difficiles, notamment, on l'a dit, au cours de la grossesse et de l'accouchement. Et c'est vrai que d'un premier abord, ça peut paraître compliqué de faire le lien entre les troubles du sommeil du bébé et des éléments de l'histoire d'un ou des parents, comme éventuellement d'ailleurs une mort subite qui s'est passée chez un frère ou une sœur dans la fratrie d'un ou des parents. Mais en réalité, ça va impacter le bébé dans sa capacité à s'autonomiser par rapport à ça. Donc, dans le cadre des troubles du sommeil et de manière générale, encore une fois, par rapport à tous ces motifs, il va falloir avoir une lecture plus large qui va inclure le diagnostic, bien sûr, ostéopathique fondé sur l'évaluation tissulaire manuelle, mais donc au sein d'une vision plus large du bébé qui est pris dans ce qu'on appelle les projections parentales. Par exemple, une projection parentale, c'est avoir l'idée que lorsque l'on pose le bébé dans son lit et qu'il se met à pleurer, éventuellement, on lui fait vivre un abandon. Et ça, nous, en consultation psychologique parent-bébé, eh bien, on va permettre d'ajuster un peu les ressentis de chacun pour, on dit, détoxifier les représentations qui viennent finalement mutiler un peu le développement du bébé dans sa capacité d'autonomisation. Donc, pour un peu appuyer mes propos, je suis partie de l'idée qu'on allait développer des cas cliniques. Donc, bien entendu, les prénoms des enfants ont été changés et j'ai fait en sorte de ne pas donner d'éléments trop précis au cas où éventuellement vous auriez été concerné par ces bébés. Donc, dans le cadre des troubles du sommeil. Donc, Yuri est un bébé de 18 mois, donc je suis actuellement. Je le rencontre pour la première fois à 18 mois. Et le motif de consultation, c'est justement troubles envahissants du sommeil chez l'enfant et également des difficultés d'alimentation où les parents disent qu'ils sont obligés de forcer l'enfant pour qu'il s'alimente parce que sinon, il refuse de s'alimenter, d'ouvrir la bouche. Donc, 18 mois, pour moi, entre guillemets, c'est un vieux bébé. Donc, ils décrivent un bébé qui est dans l'incapacité de s'endormir seul, même à côté
des parents, c'est-à-dire que même dans le lit des parents, il ne va pas s'endormir et il a besoin de s'agripper à un parent pour s'endormir et notamment aux cheveux d'un des parents. Et il a des réveils multiples pendant la nuit. Ça, c'est un élément très important par rapport à la question des troubles vastes du sommeil, c'est-à-dire plus de 2 réveils par nuit et des réveils qui vont durer, c'est-à-dire avec un temps d'éveil et souvent un éveil agité, avec des pleurs ou une agitation motrice au cours de la nuit et qui perdure depuis sa naissance, même si au départ, les choses ne sont pas décrites de manière aussi claire, mais en tout cas, depuis au moins ces 6 mois. Et ça, toutes les nuits. Donc cet enfant, il a vu un ostéopathe dans les premiers mois pour des difficultés. Donc les parents évoquent un torticolis ou en tout cas une difficulté à tourner la tête et aussi pour les troubles du sommeil. Et finalement, cette consultation d'ostéopathie aurait amélioré la rotation de la tête, mais pas du tout les troubles du sommeil, puisque plusieurs mois, voire 1 an après, eh bien, cet enfant a toujours les mêmes troubles du sommeil. Donc, il faut faire effectivement très attention à ces troubles du sommeil. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, mais en tout cas, chez un enfant qui a, on va dire, plus de 6 mois et qui présente ces réveils multiples avec agitation nocturne, plus de 2 réveils par nuit, toutes les nuits, une agitation ou un éveil, en tout cas calme, comme si l'enfant était réveillé et qui paraissait avoir envie de jouer ou en tout cas pas du tout envie de se rendormir. Ça doit alerter parce que c'est un des premiers symptômes évocateurs de troubles du spectre autistique. Alors bien entendu, tous les enfants qui présentent ces troubles du sommeil que je viens de décrire de façon aussi précise ne vont pas, bien entendu, évoluer vers des troubles du spectre autistique. Pour autant, il ne faut pas évacuer ce diagnostic parce qu'on sait que c'est un diagnostic qui va avoir besoin d'une prise en charge le plus précoce possible dans le but de diminuer effectivement les autres symptômes du spectre autistique. Donc, gardez ça en tête. Par ailleurs, on retrouve aussi beaucoup dans les enfants porteurs de troubles du spectre autistique des antécédents périnataux problématiques. Donc, ça peut être des torticolis, ça peut être aussi des ictères. Tous ces petits mots qu'on va avoir tendance à banaliser se retrouvent très très fréquemment, voire quasi dans la totalité, chez les enfants porteurs au sens large de troubles du spectre autistique. Et il ne faut pas penser que les pédiatres sont plus en capacité de faire ce diagnostic précoce que vous. Malheureusement, en ce qui concerne cet enfant, il avait un suivi pédiatrique, c'est-à-dire qu'il avait un pédiatre qui le voyait régulièrement et en plus la PMI, et je ne l'ai vu qu'à 18 mois, alors que, bien entendu, cet enfant est très, très autiste et j'ai fait un diagnostic de ce qu'on appelle, nous, de salle d'attente, c'est-à-dire que je n'avais pas beaucoup de doutes en quelques secondes en l'ayant vu en salle d'attente. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait réorienter cet enfant et qu'est-ce qui viendrait alerter? Donc, c'est vraiment, bien entendu, les troubles de la communication qui vont être présents de manière très précoce chez le bébé, de manière très franche ou parfois moins franche, mais là, on parle de retrait du regard, c'est-à-dire que dans la consultation, il vous est impossible de croiser son regard ou alors que furtivement. Et ce bébé, si à un moment donné, vous lui souriez et qu'il vous sourit éventuellement, il n'y a pas de relance, c'est-à-dire qu'a priori, les bébés qui vont bien, ils vont être dans ce qu'on appelle un processus un peu affiliatif. Vous allez leur sourire, il va se passer un moment plaisant et ils vont relancer pour retrouver ce sourire. Les bébés, dans ce cas-là, ne vont pas le faire. Ça s'appelle vraiment les troubles de la communication. Et par ailleurs, ils ne vont pas chercher, encore moins, les parents du regard. Et ils ne vont pas répondre à leur prénom. Déjà, à 6 mois, vous pouvez évaluer ça. C'est-à-dire qu'a priori, et a fortiori quand c'est les parents qui appellent le bébé à 6 mois, le bébé doit s'orienter vers eux et à minima, attendre un peu qu'il sache pourquoi est-ce qu'on l'appelle. Donc, c'est-à-dire être dans l'attente de oui, c'est bien moi, Yuri, pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Où est-ce que tu écris? Donc, un deuxième cas clinique. Alors ça, c'est Evan. Evan, il a 12 mois et il présente aussi des troubles du sommeil. Et lui, il se balance pour s'endormir, toujours. Et il va, depuis quelques mois, avoir besoin de se taper souvent violemment la tête contre une surface dure ou encore contre les barreaux du lit pour s'endormir. Bien entendu, ça perturbe énormément les parents qui s'inquiètent et
on arrive à se le dire au sein de la consultation, ils peuvent penser qu'effectivement, ce sont des symptômes inquiétants en soi, car ils sont évocateurs d'autostimulation de type autistique. Pour autant, le reste de la consultation me fait faire ce diagnostic différentiel et me dire que cet enfant n'est pas à risque autistique. Et pour autant, je redonne un rendez-vous, mais j'entends, c'est-à-dire la demande parentale de comprendre en fait pourquoi cet enfant a besoin de se stimuler ainsi et qu'est-ce qu'il cherche à résoudre en lui en se balançant et en se cognant la tête ainsi. Donc, je propose une orientation vers un ostéopathe pour l'évaluation dans ce contexte de naissance aussi macrosomique. C'est-à-dire c'est un enfant qui est né avec un poids de naissance très important. Et bien entendu, pour évaluer la question de la douleur, voire de la souffrance chez cet enfant, le soulager et voir dans quelle mesure ça peut permettre de quitter ce symptôme assez inquiétant. Par ailleurs, je vais aussi aider la mère à entrevoir ce symptôme différemment pour continuer le travail en consultation parent-bébé. Et ça, on va l'entendre un petit peu différemment parce que finalement, ces symptômes d'Evan, ils prennent place dans un tableau psychopathologique. C'est-à-dire que finalement, la maman va pouvoir me raconter ses difficultés de séparation puisque Evan est né lors du premier confinement, qu'à ce moment-là, elle le portait beaucoup parce que c'est un bébé qui pleurait beaucoup au début et son mari venait de prendre un nouveau travail, il était en télétravail et donc elle devait faire en sorte que son mari puisse continuer son travail, ne pas perdre ce travail dans un contexte très inquiétant, c'est-à-dire voilà, on était dans une crise, une pandémie, et on annonçait aussi une crise économique, donc il ne fallait absolument pas que son mari perde ce travail. Toutefois, cet enfant étant très imposant, donc macrosomique, au bout de 3 mois, madame elle-même commence à avoir des symptômes importants, des douleurs de dos, des douleurs parce que liées au portage du bébé trop important. Et finalement, du jour au lendemain, elle arrête de porter son bébé et elle ne le porte plus et elle le pose de manière un peu prématurée et un peu comme ça en tout ou rien. Et là, encore une fois, ce contexte-là nous fait penser aussi à une difficulté de séparation, comme je l'ai évoqué précédemment. Donc là, on est bien dans un contexte où il y a plusieurs faisceaux qui permettent de traiter le patient de manière globale. Et donc, bien entendu, je l'ai orienté dès la première consultation où j'ai reçu cette maman et ce bébé. Un autre cas clinique, donc celui d'Anaïs, que je reçois à 1 mois et demi, qui vient consulter parce que la maman a eu un accouchement très traumatique avec ce qu'on appelle un périnée complet. Donc, elle garde de cet accouchement une douleur psychique, mais avant tout une douleur physique, puisqu'elle a encore 1 mois et demi après des difficultés à se mouvoir et qu'elle a encore des difficultés à dormir et beaucoup de douleurs. J'arrive pas. Donc finalement, Anaïs, ce que je perçois d'emblée chez elle, c'est sa déformation de la tête et une difficulté de rotation de la tête qui se présente aussi dans ce contexte d'accouchement traumatique pour la mère. Et ce que je perçois de la mère de manière prégnante, c'est une absence de mimique chez le visage de la maman. Donc, elle est amimique et une anédonie maternelle, c'est-à-dire une difficulté à ressentir du plaisir qui est liée, bien entendu, à la persistance de ces douleurs, à l'accouchement traumatique, mais qui doit évoquer un tableau, bien entendu, de dépression postnatale. Et puis, bien entendu, peu de croisement de regard entre la mère et le bébé. Et là, il y a une urgence à traiter le bébé de manière adaptée pour l'aider à pouvoir orienter sa tête comme elle le souhaite et favoriser des interactions mère-bébé déjà mises en difficulté par les difficultés maternelles, donc pour les améliorer du côté du bébé. Donc, j'apprends que la mère a consulté par rapport à cette déformation de la tête chez un ostéopathe une seule fois et qu'il n'a pour l'instant pas été question d'être revu, mais qu'il a placé un rendez-vous 1 mois et demi après.
ce qui, moi, me semble un peu trop lointain, compte tenu déjà de la présentation physique du bébé et du tableau inquiétant. Donc, il y a forcément un renforcement négatif des problématiques du bébé liées à cette souffrance que nous, les psys, on appelle intersubjective, c'est-à-dire que finalement, le bébé et la mère ne se rencontrent pas suffisamment compte tenu de toutes ces difficultés. Donc, je réoriente vers l'ostéo, car le problème, pour moi, est trop présent. Et on peut reparler de cette concordance entre le vécu d'accouchement raté et un bébé persécuteur. Là, à ce moment-là, on peut dire ce n'est pas du tout ce à quoi vous avez pensé. Et on peut petit à petit avoir accès finalement au ressenti de la mère à l'égard de son bébé. C'est-à-dire que non seulement son bébé il est difficile à regarder parce que il est tout déformé, donc elle se sent un peu coupable de ça, d'une part, et deuxièmement, elle l'accuse aussi un peu, Anaïs, d'être responsable de toutes ses douleurs à elle et finalement de son périnée complet. Donc, elle a du mal à investir ce bébé compte tenu de cette souffrance-là. Donc là, il y a une dimension très importante, c'est celle du temps. Les symptômes de la dépression postnatale sont très, très, très chronodépendants. Donc, il y a une urgence à voir la mère et le bébé de manière suffisamment rapprochée parce que sinon, ce que l'on observe va mettre à mal le traitement ostéopathique. Et finalement, cette maman et le bébé ont évolué de manière positive et ça, a priori, ça a été favorisé par la prise en charge du bébé, donc qui ont permis de modifier rapidement la tête du bébé, d'entendre la souffrance maternelle en lien avec ce problème-là et aussi d'améliorer la capacité du bébé à s'orienter et donc à favoriser des regards mutuels qui étaient doublement entravés par la problématique du bébé mais aussi de la mère. Et bien entendu, dans ce cas-là, alors en tout cas, en ce qui nous concerne, nous les psys, ça nécessite une prise en charge mère-bébé au moins hebdomadaire et aussi une évaluation d'un traitement pour elle. Quand on parle d'une évaluation d'un traitement pour elle, on parle pour elle de voir un pédopsychiatre, puisque ce sont les pédopsychiatres qui prennent en charge les mères et les bébés dans cette période postnatale. Et le traitement, il n'est pas forcément médicamenteux, mais en tout cas, il est nécessaire d'évaluer cette possibilité-là. Donc finalement, un autre cas clinique, c'est ce dont on a parlé au tout début du séminaire, à savoir ce motif un peu banal, voir si tout va bien chez mon bébé. Donc là, c'est un autre patient. Quand je le vois pour la première fois, Célestin a 6 mois et le motif de consultation est encore les troubles du sommeil. La grossesse est faite d'un élément important, celle d'une suspicion de malformation découverte donc pendant la grossesse, avec une crainte importante que le pronostic vital du bébé soit engagé à la naissance. Donc la maman, dans cette histoire-là, la malformation s'est avérée plus banale que prévu et bien entendu le pronostic vital n'était pas engagé. Et donc dans ce contexte-là, elle est allée consulter un ostéopathe. Juste pour voir si tout allait bien, me dit-elle. Et la consultation en ostéopathie ne retrouve rien. Donc là, c'est vraiment d'autant plus que cette grossesse, elle n'est pas banale, qu'elle est marquée par cette suspicion de malformation qui s'avère réelle quand même, et par une intervention chirurgicale très précoce sur le bébé, à la fois banale, mais qu'il ne faut pas banaliser pour autant. Enfin, banal, peu grave, mais qu'il s'agit de ne pas banaliser par rapport à ce qui s'est joué chez la mère qui était présente quand il y a eu ce geste chirurgical chez le bébé. Donc, dans ce contexte-là, il faut vraiment vous autoriser à aller plus loin. C'est-à-dire, cette mère m'amène son bébé qui a l'air comme ça d'aller bien, mais qui a vécu des choses éventuellement douloureuses pour lui et éventuellement très traumatiques pour la mère, compte tenu aussi de cette histoire de grossesse. Donc, il faut bien comprendre si oui ou non tout va bien pour le bébé, bien entendu, mais finalement, est-ce qu'il pourrait éventuellement persister des angoisses maternelles ou parentales qui seraient sous-jacentes et éventuellement cachées parce que les parents amèneraient un motif banal de « j'ai envie de voir si tout va bien chez mon bébé ».
Donc là, effectivement, on pourrait avoir une mère un peu défendue par rapport à ses angoisses. Quand on dit qu'une mère est défendue, on ne l'accuse pas de ne pas vouloir dire les choses, hein. Il s'agit d'un mécanisme de défense au sens psychique du terme, c'est-à-dire que heureusement qu'on a des mécanismes de défense quand on vit des choses difficiles, sinon on ne pourrait pas continuer à fonctionner à peu près normalement dans la vie de tous les jours avec son bébé. Donc, on peut effectivement percevoir une mère défendue qui ne peut pas amener d'emblée, mon bébé a vécu des choses qui sont quand même assez intrusives, qui m'ont mis à mal énormément, qui m'ont beaucoup angoissée, qui m'ont fait vivre des choses complexes que a priori, je vais mettre du temps à métaboliser. Et donc, pour toutes ces raisons, j'ai envie qu'on porte sur mon bébé un regard qui est plutôt rassurant, mais qui ne va pas pour autant banaliser ce qui s'est passé et qui va laisser un espace de parole. Et là, c'est tout l'enjeu de votre consultation, c'est de vous autoriser à laisser cet espace de parole autour du bébé qui va apparemment bien, pour que des choses soient amenées dans la consultation, plus des émotions, des affects du côté des parents, pour pouvoir dire, vous voyez, ça, c'est vraiment un motif de consultation important pour que vous puissiez avoir cet espace de parole. Ça dépasse mon travail, mais là, je sens bien que vous avez vraiment vécu quelque chose de difficile. Pour autant, votre bébé va bien, mais pour vous, c'est compliqué et on sait que ces angoisses ou cette tristesse, elle peut se rejouer dans des moments assez banal, notamment autour de la question du sommeil du bébé. Et en l'occurrence, justement, ces troubles du sommeil de ce petit garçon de 6 mois vont s'inscrire dans cette résurgence traumatique maternelle au moment du coucher, avec une impossibilité à entendre le bébé pleurer. Et vous voyez tout l'enjeu des questions actuelles autour de doit-on ou non laisser le bébé pleurer, et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, que si on laisse un bébé pleurer, alors il est envahi par le cortisol et à ce moment-là, son cerveau est détruit à tout jamais. Donc là, je caricature à peine par rapport à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Laisser pleurer un bébé, tout d'un coup, c'est comme si finalement, on était soi-même dans une position sadique. Et cette position sadique, eh bien, elle vient rejouer quelque chose du traumatisme. Comment? Parce qu'au moment où ce bébé a eu ce geste de la part du chirurgien, eh bien elle s'est vécue passivée, c'est-à-dire qu'on l'a oublié qu'elle était là, elle ne pouvait rien dire, on ne l'a pas préparée à ça, voire on ne lui a pas demandé de sortir par rapport à ça. Et donc, au moment où elle pose son bébé pour se coucher, elle ne peut pas se séparer de lui parce qu'à ce moment-là, elle a l'impression, dit-elle, de le forcer à dormir, de lui imposer d'aller se coucher. Et à ce moment-là, les moindres pleurs ou les moindres manifestations de « je ne suis pas d'accord moi en tant que bébé parce que je n'ai pas encore acquis cette compétence-là », eh bien, font venir en elle des angoisses qu'elle ne va pas pouvoir tout de suite dire ou penser. Et finalement, elle ne va pas laisser ce bébé un peu seul en sa présence pour trouver en lui des ressources pour finalement petit à petit s'endormir seul et être aidée en ce sens. Donc ça, bien sûr qu'on va le traiter dans le cadre de la consultation parent-bébé. C'est vraiment notre travail, mais je dirais qu'en amont, compte tenu du fait que souvent on vous apporte ce motif banal qu'il s'agit de traiter et en même temps d'avoir vraiment un discours de finalement il vaut mieux traiter les bébés qui ont un problème que de traiter tous les bébés pour voir s'il y a un problème. A priori, si le bébé vous apparaît sans problème, bon, ils peuvent toujours passer à côté d'un problème éventuellement, mais il vaut mieux se dire, traitons les bébés qui ont un problème plutôt que traitons tous les bébés pour voir s'ils ont un problème. Voilà, donc vous voyez bien la question de la scène éventuellement traumatique, une réactualisation, c'est-à-dire que finalement, on peut, dans une scène banale, revivre des choses qui sont totalement détachées de la scène actuelle, du coucher du bébé, mais qui peuvent empêcher finalement des capacités parentales de se mettre en place compte tenu de quelque chose de trop envahissant du côté des émotions ou de l'angoisse. Et donc, le travail de la consultation psychologique, ça va être de différencier ces vécus et ces émotions afin de restituer à chacun ce qu'il vit.
Et notamment là, de dire, vous voyez, lui, il a des capacités d'être seul en votre présence, pour paraphraser Winnicott, c'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de jouer et de métaphoriser, de mettre en jeu ce qui se joue pour lui au moment du coucher, avec l'éducatrice de jeunes enfants qui co-consulte avec moi, pendant que sa maman est prise en charge par moi, en l'occurrence, pour traiter cette question de l'angoisse, afin d'envisager la question du coucher de manière un peu différente et donc de favoriser l'autonomisation de l'enfant pour l'endormissement sans avoir l'idée qu'elle le force à dormir et qu'elle le laisse pleurer. Donc, un autre cas clinique, quand le bébé réel ne coïncide pas avec le bébé fantasmatique, c'est-à-dire idéalisé. Alors là, ça paraît très psy, comme ça, mais il faut comprendre que quand on attend un bébé, surtout quand on porte un bébé, on va imaginer ce bébé, on va avoir donc une image d'un bébé imaginaire, il bouge beaucoup, donc peut-être qu'il va être footballeur, si on aime bien le foot, etc., etc. Et puis aussi un bébé fantasmatique, c'est-à-dire que les fantasmes, ce n'est pas toujours une question d'ordre sexuel, mais c'est aussi ce qu'on va imaginer en lien avec notre propre histoire, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'il va réparer des choses que nous, on n'a pas fait, et en quoi est-ce qu'il va être porteur de quelque chose qu'on aimerait qu'il fasse, c'est-à-dire devenir musicien alors que nous, on n'a pas pu faire de piano. Bref. Donc, ce bébé fantasmatique, il a des caractéristiques qui ne vont jamais complètement coïncider avec le bébé réel, celui de la naissance, et a fortiori quand celui-ci est porteur d'un handicap, bien sûr. Donc là, il s'agit de Julien. Julien, il a 1 mois et c'est le bébé d'une patiente que j'ai suivie assez longtemps pendant sa grossesse. Et lui, elle met un petit peu de temps à revenir nous voir, donc il arrive, il a déjà 1 mois. Il a déjà le frein de langue coupé, il a vu son pédiatre, un gastropédiatre, un ostéopathe, une conseillère en lactation. Donc, il y a soi-disant un reflux diagnostiqué, mais traité juste avec du Gaviscon, entre guillemets. Et donc ça, c'est un élément important. Avez-vous vu une psychologue pendant votre grossesse? C'est un élément important, pas qui doit évoquer forcément que cette patiente, elle a un problème d'ordre psy, mais quelque chose qui pourrait vous dire qu'a priori, quand on reçoit des femmes enceintes, c'est qu'on est formé à la périnatalité et par conséquent, on reçoit toujours les parents avec le bébé. Et encore une fois, dans un contexte de périnatalité et du postpartum, c'est-à-dire jusqu'à 1 an après l'accouchement, voire un peu au-delà, on reçoit toujours les parents avec le bébé. C'est pas une bonne indication que d'emblée d'adresser un des parents sans son bébé en consultation. Donc là, en l'occurrence, elle a déjà été reçue en consultation psy pendant la grossesse. C'est important de lui redire, si vous avez été reçue comme ça, c'est vraiment une bonne idée, a priori, que vous retourniez voir cette psychologue avec votre bébé parce que c'est une spécialiste de la périnatalité. Par ailleurs, donc, elle est persuadée qu'il y a un problème autour de l'allaitement et puis il y a beaucoup de professionnels qui ont renforcé cette idée-là. Mais encore une fois, la question de l'allaitement va rassembler tout un tas de vécus différents, notamment autour de ce bébé fantasmatique dont on a parlé au début. Donc cette maman, en l'occurrence, elle a une volonté très forte d'allaiter. Elle y tient vraiment coûte que coûte. Elle a accepté de donner un peu d'un autre lait, mais vraiment un peu à regret. Elle aimerait bien ne pas le faire. Et en réalité, elle va interpréter de manière négative, en lien avec finalement un bébé qui ne coïncide pas avec le bébé fantasmatique, les mouvements toniques du bébé pendant l'allaitement, à savoir une décharge comme ça tonique du bébé pendant l'allaitement, certainement en lien avec un flux un peu fort ou avec une gêne du bébé, comme un rejet du bébé à son égard. Et là, nous, on va pouvoir parler d'attentes un petit peu idéalisées autour du bébé concernant notamment l'allaitement. C'est-à-dire que autant ce bébé, finalement, il va mieux que le bébé d'avant, qui avait eu un problème assez grave, qui d'ailleurs avait été diagnostiqué trop tardivement, autant elle avait imaginé, comme ça s'était passé lors de ses 2 grossesses précédentes avec ses 2 autres enfants, que l'allaitement, ça pouvait que bien se passer et là, ce n'était pas le cas. Donc, vous voyez que finalement, des problématiques que moi, je ne suis pas capable d'objectiver, en tout cas pour le moment, en ce qui concerne le frein de langue et tout ce dont le bébé avait besoin, ça se fait aussi par rapport au vécu de la maman en lien avec les manifestations du bébé
au cours de l'allaitement. Donc finalement, pour résumer, avant de passer aux questions, la consultation doit toujours se faire en présence de l'enfant. Ce sont des consultations parent-bébé ou mère-bébé, sauf si le parent, bien entendu, est ensuite adressé pour lui également et en parallèle. Donc ça, c'est important que vous en fassiez part parce qu'on ne peut pas aller voir n'importe qui lors de cette période. Par ailleurs, les symptômes, ils vont être très chronodépendants, à la fois pour la mère et pour le bébé, en sachant que le développement du bébé va aller bien plus vite que les capacités d'évolution parentale de manière générale, à la fois pour aller mieux eux et pour s'ajuster aux besoins du bébé. Donc, il va falloir très rapidement penser à tout ce qu'on a évoqué autour du bébé. Donc, ne pas attendre en cas de doute et orienter vers une consultation. On a toujours l'impression qu'on va orienter pour un suivi psy, mais il ne s'agit pas forcément d'un suivi psy. À l'Aubier, par exemple, on a beaucoup de rendez-vous qui sont des consultations et qui ne vont pas forcément continuer dans le cadre d'un suivi, mais qui vont être que quelques consultations comme ça, qui vont permettre assez rapidement de détoxifier un petit peu ces projections parentales. Et par ailleurs, il va falloir se poser la question de savoir comment finalement ces symptômes ou ce symptôme mettent ou non à mal les parents. Beaucoup, pas beaucoup, parce qu'encore une fois, un bébé seul, ça n'existe pas. Donc finalement, quand on a un bébé qui est difficile, c'est peut-être parfois que ce bébé-là est trop difficile pour ces parents-là. Ça n'est pas du tout une critique, mais pour une raison ou pour une autre, c'est bien ce qu'on a vu au travers de la psychopathologie, ce bébé, ses manifestations, notamment par exemple un bébé très tonique, ça peut être vécu comme un bébé qui rejette le parent. Donc, c'est un bébé qui ne renvoie pas à une image idéalisée du bébé et qui est donc mis en difficulté dans le cadre des interactions dont on a parlé juste avant. Finalement, on pourrait dire que ces symptômes du bébé ou ces manifestations vont dépasser les compétences parentales ou ne pas coïncider avec les compétences parentales, voir l'état général des parents en termes de fatigue, en termes de morale, d'état psychique ou encore de somatisation du côté des parents. Alors, je vais donc maintenant laisser la place aux questions. Attends, je vais remettre le... Oui, alors, donc j'ai plusieurs questions que je vais résumer parce que finalement, elles se recoupent un petit peu et je pense que ça correspond au questionnement général de la plupart des auditeurs. La première, c'est comment annoncer à la mère qu'il n'y a pas assez d'interaction avec son bébé. La deuxième, comment orienter notre discours pour permettre à la maman de s'exprimer. Alors ensuite, j'avais une question-remarque, c'est est-ce que c'est le pédopsychiatre qui annonce à la mère qu'elle fait une dépression postnatale? C'est toujours soit le pédopsychiatre, soit le psychologue qui fait le diagnostic de dépression postnatale. Donc là, pour cette question, je pense qu'il y a peut-être un malentendu, mais lorsqu'on adresse des patients à un psychologue ou à un psychiatre, c'est justement pour qu'ils fassent un diagnostic. C'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège. On n'a pas à faire le diagnostic, on a juste à repérer les signes qui vous amènent à penser que, comme quand on va faire passer une IRM à un patient qui a une sciatique, par exemple. On lui dit pas vous avez une hernie discale, je vous envoie passer une IRM, on lui dit je vous envoie passer une IRM pour vérifier si vous avez une hernie discale. Donc ici, on est exactement dans le même cadre. Et donc il y avait une autre question subsidiaire qui était en fait comment amener à consulter un pédopsychiatre ou un service, comme le disait Marie-Camille, ou un psychologue, sans brusquer la maman. Et ça, c'est une question qu'on retrouve un petit peu sur d'autres messages. C'est toujours un petit peu la même question qui recoupe aussi une autre question, comment éviter
que la mère se sente jugée. Bon, là, on va revenir là-dessus, mais je pense que Marie-Camille va pouvoir vous répondre sur cette question. Et enfin, comment évoquer la difficulté de séparation avec les parents et quelles solutions proposer? Voilà, c'est les... Alors, j'ai une question aussi sur le sommeil, l'endormissement. Et donc, la question est un peu plus complexe, là. C'est-à-dire, la question de l'endormissement, si j'ai bien compris, vient de la mère. Est-ce que les pleurs sont une réponse à ces angoisses ou sont-ils provoqués par autre chose? Dans ce cas, la seule prise de conscience de la mère suffit-elle à résoudre la question de l'endormissement de son bébé? C'est vraiment une question très intéressante, me semble-t-il, et je suis moi-même très intéressé d'avoir la réponse à cette question, entre autres. Alors, donc voilà. Tu coupes ton micro. Oui. Alors, merci Thierry. Donc, tu as répondu à certaines questions et c'est vraiment bien, je t'en remercie. Déjà, comment annoncer à la mère qu'il n'y a pas assez d'interaction avec son bébé? Il faut, si vous percevez un trop peu d'interaction, déjà que vous êtes en difficulté pour entrer en interaction avec le bébé, c'est-à-dire que ce bébé est dans un retrait du regard. Vous cherchez à entrer en lien avec lui et lui, il vous fuit, il vous évacue. C'est quelque chose qu'il faut penser que finalement, vous n'êtes pas le seul à vivre. Donc, vous pouvez tout à fait poser la question, est-ce que vous avez le sentiment que c'est difficile parfois de communiquer avec votre bébé? Est-ce que lorsque vous l'appelez, il répond à son prénom? C'est autant de questions qu'il faut vous autoriser à poser. Bien entendu que vous risquez, si vous ne vous trompez pas, d'avoir une maman ou des parents qui vont dire oui, c'est compliqué, il ne répond pas toujours et je trouve ça difficile ou parfois il détourne son regard. Et donc là, bien entendu que c'est important d'orienter. Donc, par ailleurs, la question n'était pas assez d'interaction. Quand on parle des interactions parent-bébé, ou de manière générale avec un bébé, il y a 3 types d'interactions. La première, c'est les interactions comportementales, et celle du regard, elle est très importante, parce que c'est le propre de l'espèce humaine. Les bébés humains se construisent dans le regard de l'autre et dans la capacité à accrocher le regard de l'autre. Donc, les interactions comportementales sont très importantes et a priori, vous allez voir si ça vous semble harmonieux ou non. Si ça vous semble juste pas harmonieux, ça doit vous alerter. C'est-à-dire que ça peut être le signe justement de difficultés psychiques parentales et notamment maternelles. Ensuite, il y a les interactions émotionnelles et affectives. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un partage d'affect? La mère sourit au bébé. Est-ce que le bébé sourit en retour? Est-ce que le bébé rigole? Est-ce que le bébé manifeste des émotions négatives et que la mère va le repérer, le lui signifier en ajustant ses mimiques au bébé, hein? C'est-à-dire que quand on va bien soi-même, on va parler au bébé avec un phrasé qui est ajusté au bébé, on parle d'un mamané, c'est comme ça que les parents s'adressent au bébé, pas en gatifiant et en lui parlant comme un débile profond, hein. C'est-à-dire que les parents ne sont pas censés dire « tu veux ton lolo ». Ça, a priori, ce n'est pas ajusté, mais oui, tu as faim, je vois bien, je suis en train de te préparer ton biberon ou je vais te donner le sein. Vous voyez que là, j'ai ajusté ma façon de parler et d'ailleurs, en consultation, les bébés vont me regarder quand je parle comme ça parce qu'ils savent que c'est comme si je m'adressais à eux. Donc, vous voyez que là, au travers de ça, il y a tout un tas d'émotions qui traversent du côté du parent et du côté du bébé. Et bien sûr, les interactions fantasmatiques, c'est-à-dire comment on les repère, c'est finalement tout ce qui va être traduit par les mots que la mère va employer quand elle parle du bébé et quand elle s'adresse au bébé. Donc, trop peu d'interaction avec son bébé, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, mais en tout cas, il faut voir si ça vous semble assez harmonieux, à la fois dans le portage, dans les échanges d'affects et d'émotions, et surtout s'il y a des échanges de regards, que ce soit mis en échec d'un côté ou de l'autre, du bébé ou du côté des parents. L'autre question, comment orienter notre discours pour permettre à la maman de s'exprimer? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça va dans la question de l'anamnèse, hein. Il faut bien comprendre qu'une consultation clinique, c'est-à-dire autour du patient, elle ne doit pas être toujours structurée de la même manière. Il faut s'autoriser, surtout avec le bébé, si c'est le bon moment pour le bébé de le traiter, il faut y aller.
et vous pouvez du coup passer l'anamnèse ensuite. Et parfois, il faut un temps pour que la mère finalement puisse, ou les parents, se livrent plus facilement et que vous puissiez orienter vos questions par rapport à ce qu'on appelle l'anamnèse et à l'importance d'avoir un faisceau d'infos qui vont pouvoir orienter votre traitement et vos éventuelles orientations. Donc, je dirais que ça, c'est du savoir-être, plus que ce que je vais pouvoir vous donner comme information. Il ne faut surtout pas avoir peur que les parents s'effondrent ou vous amènent les angoisses. En revanche, il faut savoir limiter. Donc, être empathique, ça veut dire, j'ai l'impression que vraiment ce que vous vivez actuellement avec votre bébé, c'est difficile. C'est-à-dire que s'autoriser à écouter temporairement les parents pour dire, bien, moi, je vois bien, je ressens bien que c'est difficile, je vois bien que vous êtes triste ou que vous êtes un peu perturbé par tout ce que vous avez vécu. Et tout ça, ça peut se traiter. Vous pouvez avoir un espace de parole lors d'une consultation et pas un suivi chez le psy, mais lors d'une consultation parent-bébé, mais justement pour replacer un petit peu tout ce que vous avez vécu et pour faire en sorte que ça aille mieux. Donc, bien entendu, c'est un pédopsychiatre, éventuellement un psychologue en périnatalité, puisque par exemple à l'Aubier, les psychologues et les pédopsychiatres sont tous les deux consultants. Donc, je suis amenée à consulter, comme je l'ai dit, mais pour autant, dans un diagnostic notamment de troubles autistiques, je vais le faire authentifier, si je puis dire, par un de mes collègues pédopsychiatres en ce qui concerne l'enfant, de même que dans le cadre d'une dépression postnatale maternelle. Mais, par exemple, si une mère fait une dépression postnatale, je vais l'adresser pour elle, pour qu'il y ait la possibilité d'évaluer la nécessité d'un traitement à la fois pour elle par un pédopsychiatre, je vais admettre quelqu'un, un traitement, donc un suivi de consultation, mais aussi un traitement médicamenteux, mais je vais continuer à recevoir la mère avec le père de manière plus irrégulière, mais quand même, et le bébé dans le cadre de consultation parent-bébé. Alors, comment évoquer la difficulté de séparation avec les parents et quelles solutions proposer? Ça, ce n'est pas forcément vous qui allez mettre la main sur la question de la séparation. Mais en tout cas, vous pouvez éventuellement toucher du doigt que ce n'est pas si simple que ça pour la mère, la question de l'endormissement. Et donc là, vous n'allez pas forcément parler de séparation, mais vous allez pouvoir dire, ce n'est pas toujours simple de se séparer de son bébé pour dormir la nuit, ne serait-ce que parce que sur le tout petit bébé, et encore plus chez les 0-6 mois, pèse la crainte d'une mort inexpliquée du nouveau-né et qu'il va falloir se faire avec cette inquiétude. Par exemple, vous, madame ou monsieur, vous en êtes où par rapport à cette inquiétude? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas? Ça, je dirais presque que c'est vraiment pas normal quand on a un bébé que ça ne nous vienne pas à l'esprit. Et il va falloir finalement vivre avec cette inquiétude et que ça ne se transforme pas en une angoisse envahissante. Vous voyez, donc certains parents vont résoudre cette question de manière un peu opératoire, comme on dit nous, et vont mettre ce qu'on appelle le nanny, ou je sais plus, il y a différents outils sous le matelas du bébé qui finalement permettent de ne pas trop craindre qu'il y ait cette mort inexpliquée. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut que vous recommandiez ces outils-là en périnatalité. Évitez les conseils en périnatalité, mais écoutez plutôt que de conseiller. Donc, certains parents vont faire ça et d'autres parents, finalement, vont pouvoir amener dans le cadre de nos consultations ces inquiétudes autour de la mort inexpliquée et puis finalement de la difficulté autour de se séparer pour laisser le bébé dormir. Ça peut justement être la question des pleurs du bébé. Qu'est-ce qui se passe en vous, madame, monsieur, quand votre bébé pleure? Est-ce que vous arrivez à différencier les pleurs de votre bébé compte tenu de son âge, ou est-ce que c'est compliqué pour vous? Et là, on va avoir finalement quelque chose qui va nous aider dans ce qu'on pourrait appeler finalement un diagnostic différentiel et les éléments psychopathologiques. Donc, je reviens à la formulation de Léa V. Si j'ai bien compris, j'arrive pas la question de l'endormissement du bébé vient de la mère. Alors, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que tous les bébés
quasiment tous, ont ce travail-là à faire et que ça va prendre plus ou moins de temps en fonction des bébés de réussir à s'endormir seuls. Et réussir à s'endormir seul, ça va aussi être fonction de la compétence des parents à repérer les signes de fatigue bien en amont, surtout pour les bébés garçons, parce qu'ils ont plus de difficultés de régulation, et de ne pas attendre trop tardivement pour aller coucher le bébé. Donc, il y a une totale méprise en fait sur ce que c'est que les troubles du sommeil et sur la question du sommeil chez le tout petit. C'est-à-dire que finalement, combien d'heures un bébé est censé dormir? Il y a quand même des parents qui pensent qu'un bébé à la naissance, il est censé faire une petite sieste l'après-midi et il est censé faire ses nuits rapidement, comme ils disent. Hein. Mais qu'est-ce que c'est qu'une nuit pour un bébé? Ça, je le dis souvent aussi. Et qu'est-ce que c'est? Comment un bébé est censé dormir la journée et comment il va être aidé par les parents? Et donc, on voit bien que c'est à la fois une capacité parentale à repérer les manifestations du bébé, les signes du bébé, à l'autonomiser, c'est-à-dire à penser que c'est plutôt pas mal d'aider son bébé à s'autonomiser par rapport à cette question, que ça va susciter aussi une capacité à tolérer que le bébé puisse pleurer ou manifester une difficulté au début à être seul, qui va se manifester par des pleurs, qui vont avoir une signification pour lui, ou éventuellement pas des pleurs, mais ce qu'on appelle un petit peu un bébé qui se raconte des choses à lui, c'est-à-dire il fait sa chanson de l'endormissement. Il va se parler à lui-même sans forcément qu'il ait besoin que les parents interviennent nécessairement. Et donc là, vous voyez que c'est aussi une question de repérer une palette émotionnelle et une palette de proto-langage, c'est-à-dire un début de langage à soi, pas forcément aux autres, pour s'aider lui-même à s'endormir et à trouver en lui-même des compétences propres en prenant la tétine, en suçant son pouce, en suçant ses doigts, en se caressant le visage, en se cachant un peu les yeux avec son doudou, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, elles sont interactives. Elles sont aussi bien du côté du bébé des compétences qui vont être plus ou moins là en jachère chez lui à la naissance et qui vont s'étayer sur les compétences parentales à accompagner le bébé autour de la question de l'endormissement. Et bien entendu, il se peut que par moment, et c'est souvent le cas, cette question-là soit le moment où les angoisses parentales, notamment maternelles, puisque souvent, c'est pas souvent, elle est engagée physiquement pendant la grossesse et au moment de l'accouchement, ça va être plus compliqué de penser cette question-là de l'endormissement du bébé et du sommeil du bébé. Donc, encore une fois, on est dans un modèle de la diathèse. Plusieurs faisceaux vont provoquer ou non un symptôme chez le bébé. Et bien entendu que la prise de conscience chez la mère de ces éléments-là va aider la mère à être plus en capacité d'aider le bébé à s'endormir et surtout, d'autant plus que quand ça dure, les parents vont avoir tendance à se protéger, à mettre en place des mécanismes de défense et vont avoir tendance à vouloir endormir le bébé pour qu'ils puissent aller se reposer. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils endorment le bébé au tout début de la nuit, eh bien, ils vont avoir 3-4 heures devant eux pour dormir et se reposer. Donc, ils ne vont pas régler cette question de l'endormissement et c'est là que le problème va perdurer. Quels sont les symptômes à relever en cas de perturbation de la sphère autistique? Alors ça, je l'ai un petit peu dit. C'est une question qui est vraiment large et difficile, mais je dirais que plus vous allez voir de bébés, plus vous allez être sensible à la capacité du bébé à être en lien notamment par le regard avec vous et à ne pas être dans un retrait du regard, un évitement du regard à votre égard. Donc ça, vous allez, je pense, il faut que vous y soyez attentif très précocement, c'est-à-dire que normalement, à partir au-delà de 40 jours, donc à partir, on va dire, de 2 mois, grossièrement, le bébé doit être capable d'être dans un regard, d'un échange de regards avec vous, et je dirais un regard qualitatif. C'est-à-dire qu'on parle d'interpénétration du regard, ça c'est les travaux de Marie-Christine Laznick, qui est psychologue et psychanalyste et spécialisée dans les troubles
très précoce autistique chez le bébé. Donc, si un bébé de 2 mois, de 3 mois ne vous regarde pas, qu'il évite de vous regarder, quand vous essayez d'entrer en lien avec lui, ça doit vous inquiéter et il faut le mettre en lien éventuellement avec une difficulté qui serait aussi perçue du côté des parents. C'est-à-dire que les parents viendraient à se plaindre de cette difficulté d'entrer en lien avec leur bébé. Et encore une fois, ces troubles du sommeil qui perdurent, comme je l'ai dit, ça doit être un signe d'alerte. Donc, vous allez être alerté par ces troubles du sommeil très envahissants, tels que je les ai décrits, et vous allez vous autoriser à vous-même observer davantage, à entrer plus en lien, à dialoguer avec le bébé pour vous rassurer de ce côté-là ou pour orienter par rapport à des difficultés dans la communication. En attendant que les parents aient un rendez-vous avec un spécialiste, peuvent-ils parler de leur propre angoisse à leur bébé afin d'expliquer que cela leur appartient à eux et non au bébé? Oui. Alors, il faut vraiment soutenir la capacité des parents à s'adresser au bébé et l'évaluer de votre côté. C'est une chose majeure dans le développement du bébé qui va soutenir toutes les compétences du bébé, toutes. Le langage, mais pas que, mais c'est vraiment quelque chose qui le fait entrer du côté des humains, entre guillemets, parce que le bébé de moins de 40 jours, il n'a pas tout à fait cette capacité à comprendre que soi et l'autre, ça fait deux, et donc il renvoie quelque chose de très étrange à ses parents et à tous les professionnels au contact du bébé, qui est que finalement, on ne sait pas si on est reconnu complètement par le bébé. Et il se produit la même chose du côté des parents en lien avec leur bébé, c'est-à-dire qu'ils vivent quelque chose d'étrange, ils ne savent pas complètement s'ils sont vraiment reconnus par le bébé. Et dans le cadre des troubles autistiques, c'est ce que le bébé fait vivre aux parents, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas reconnus et donc il faut bien comprendre que c'est le bébé qui va bien, qui va construire le parent. C'est lui qui fait le parent. Il crée le parent par ses compétences. Donc, dans cette attente, il faut vraiment, et même par rapport à toute difficulté, il faut proposer aux parents que le parent puisse échanger autour du bébé et lui traduire quelque chose de ce qu'il vit. Pourquoi? Parce que quand le bébé pleure et que le parent peut dire « Ouh, ben, je vois bien que tu pleures et c'est difficile et parfois, moi, ça me donnait envie de pleurer au tout début, mais là, maintenant, j'ai bien compris que tu avais faim ou que tu avais mal au ventre. » À ce moment-là, déjà, le bébé qui va bien va se mettre à écouter un peu le parent. Il va y avoir un répit, entre guillemets, de parfois quelques secondes pour le bébé, mais c'est comme si tout d'un coup, le parent saisissait que les pleurs s'inscrivaient dans un dialogue entre lui et le parent. Et surtout, il y a un double effet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le parent, il prend conscience de ce qu'il ressent. Et ça, on parle aussi de capacité négative. C'est-à-dire que la capacité négative, c'est la capacité à tolérer que l'on ne sait pas, que l'on ne comprend pas, qu'on se sent dans l'embarras, ou voire qu'on se sent très angoissé, ou très triste, ou très anxieux face aux pleurs du bébé, mais que le temps va faire son affaire et qu'on va accompagner ces pleurs. Non pas dans le tout ou rien, avec une technique du style 5, 10, 15, 20, je le laisse pleurer 5 minutes, je reviens, etc. Mais qu'on va pouvoir parler au bébé de ce qu'on ressent et éventuellement de ce qu'il ressent lui aussi, et ça va s'arranger. Donc, ça permet une prise de distance pour le parent et aussi pour le bébé. Donc finalement, la question, elle ne peut pas être est-ce qu'on est favorable ou non à laisser pleurer un bébé. On a bien entendu que ça peut s'entendre de manière extrêmement différente et ça va s'entendre chez tout un chacun en fonction de ce qu'on va projeter sur le bébé, de ce qu'on a pu lire, de ce qui peut nous envahir au moment où le bébé pleure et qui peut n'avoir aucun lien avec le bébé, mais réactiver un événement traumatique, donc par exemple une séparation ou quelque chose d'un accident qui est arrivé aux parents, qui va se rejouer au moment où le bébé pleure pour différentes raisons. Donc on ne peut pas dire il faut laisser ou non pleurer le bébé, il faut d'abord amener le parent à parler de ce que ça lui fait à lui
quand le bébé pleure et éventuellement, est-ce qu'il peut différencier ce que ça lui fait à lui en fonction des moments, c'est-à-dire pendant la journée, au moment du coucher, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire « je suis favorable ou non à laisser pleurer le bébé », mais en tout cas, quand le bébé pleure, on apprend des choses de lui et aussi de nous en tant que parents sur ce que ça nous fait. Les bébés garçons ont-ils plus de mal à se réguler au niveau de l'endormissement? Et si oui, pourquoi? Alors, de manière générale, les bébés garçons sont plus fragiles par rapport à un tout un tas de choses, notamment par rapport à la prématurité, mais aussi par rapport à la question de l'attachement. Ils sont plus, de manière générale, statistiquement, plus attachés de manière désorganisée aux parents parce qu'en fait, ils sont plus fragiles en termes de régulation émotionnelle et régulation donc des états de veille-sommeil qui sont les précurseurs de la question de l'attachement qu'on va ultérieurement évaluer autour de l'âge de la marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bébés garçons ont plus besoin des parents pour réguler les états de veille-sommeil, notamment parce que souvent, ce sont des bébés qui vont être perçus comme plus toniques, à tort ou à raison, mais ça, c'est vraiment une question de genre, c'est-à-dire qu'on accepte plus facilement on a plus envie, peut-être, du point de vue de la société, que le garçon soit tonique, parce que c'est une caractéristique qu'on va attribuer plus à des garçons qu'à des filles. Et donc, on va moins vite repérer que le bébé, finalement, il a besoin de dormir, ou au contraire, on va penser qu'il n'a pas encore suffisamment sommeil pour s'endormir, et donc on va laisser un bébé garçon un petit peu aller au-delà de ses capacités réelles, et donc le coucher trop tardivement, et donc l'empêcher de s'endormir, ou en tout cas le mettre plus en difficulté pour s'endormir, parce qu'on sera allé un petit peu au-delà d'un temps favorisant l'endormissement. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. C'est toi, Thierry, le gardien des questions. Il me semble qu'on a fait le tour. Moi, je serais bien revenu une petite seconde. Une chose qui m'intéressait au début, c'était, on a parlé des questions aux mères là, au départ. Qu'on pourrait faire une petite synthèse des questions importantes à la mère dans l'interrogatoire concernant la grossesse et l'accouchement. Oui. Par rapport à la prise en charge du bébé, c'est-à-dire à l'incidence sur l'état du bébé. C'est compliqué. Je pose la question parce qu'ils n'ont pas entendu. Alors, Thierry redit, est-ce qu'on pourrait faire une synthèse des questions importantes à poser à la mère, mais de manière générale aux parents, lors de l'anamnèse et de manière générale lors d'une consultation ostéopathique? Donc, on a bien vu quand même que l'anamnèse, il ne faut surtout pas se dire l'enjeu là du premier temps de la consultation, c'est de poser toutes ces questions. Là, je crois qu'on se trompe en faisant ça parce qu'on va renforcer éventuellement des mécanismes de défense et donc ne pas aboutir à un moment, je dirais, où on est en empathie avec le parent et où on est prêt à écouter des choses un petit peu difficiles qu'on pourrait éventuellement replacer dans une appréhension psychopathologique du motif de consultation ou des difficultés que vous allez vous-même objectiver par votre consultation. Mais, cependant, c'est ça que j'ai mis au tout début, quand même, la question de savoir si cette grossesse, elle est plutôt positive, négative ou neutre, c'est-à-dire le moment où cette grossesse est venue. Il ne s'agit pas de poser la question de est-ce que c'était une grossesse désirée, mais plutôt de savoir si finalement c'était plutôt une bonne temporalité. Faut quand même voir que la question du Covid, c'est pas génial. Hein, on est en train de faire une énorme recherche, enfin plusieurs recherches, mais en tout cas au niveau psychique, accoucher et avoir un bébé en temps de Covid, c'est quand même pas idéal, même si on a pu voir que ça avait quelque chose de positif quand le père était en télétravail et qu'il était un peu plus présent. Toutefois, être en télétravail à côté d'un bébé, c'est pas du tout bon parce qu'on est présent tout en étant absent psychiquement. Bon, je ferme la parenthèse. Mais donc la question de la temporalité, c'est-à-dire est-ce que ce moment de votre grossesse était le bon moment pour vous? Comment cette grossesse a été perçue et accueillie du côté familial, élargi, et au sein de votre couple et au niveau professionnel éventuellement?
Est-ce que pendant votre grossesse, vous avez été amené à vivre des choses difficiles, soit vous, dans ce que vous avez ressenti, ou du côté des plaintes somatiques? Parce que pour le coup, on sait que c'est vraiment une bonne façon de faire un screening en termes de risque de faire une dépression postnatale, qui est souvent est déjà présente pendant la grossesse. Donc, les plaintes somatiques, notamment de la mère qui est physiquement engagée dans le processus, et en particulier, donc, les douleurs pelviennes, qui sont la plainte somatique le plus corrélée avec le risque de faire une dépression postnatale. Et puis, finalement, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre bébé? Est-ce que vous avez le sentiment que votre accouchement et cette grossesse, et puis ce début de vie de votre bébé se passe bien selon vous? Voilà, je dirais que ça, c'est vraiment les incontournables des questions. Mais vraiment, ces questions-là, gardez-les en tête et posez-les à un moment qui vous semble plus opportun. Et oui, et par ailleurs, les questions à poser à la mère, elles doivent aussi, bien entendu, et aux parents, elles doivent aussi être en lien avec ce que ce bébé vous fait vivre. C'est-à-dire que si ce bébé vous met en difficulté, alors même que au début, vous posiez les mains sur le bébé et ça s'engageait plutôt bien, et tout d'un coup, il devient très irritable, là, c'est le bon moment pour poser une question. Est-ce que vous avez le sentiment que souvent, votre bébé, il va réagir comme ça, de manière un peu forte, à quelque chose qui pourrait éventuellement être un élément de stress au sens basique du terme, mais qui finalement le fait réagir de manière un peu disproportionnée? Où trouver la liste des psychologues et pédopsychiatres périnataux? Alors, sur le site de l'ARIP, ARIP, vous allez pouvoir trouver l'annuaire de tous les centres de consultation comme celui de l'Aubier, donc qui sont sectorisés, c'est-à-dire que par exemple, nous à l'Aubier, on va recevoir que des patients qui habitent le 92. Mais donc, vous allez retrouver toute la liste de ces centres sur l'ARIP, les centres de consultation ambulatoires, périnataux et gratuits par ailleurs. Donc, ce sont des CMP, toute petite enfance ou périnataux qui, pour la plupart, vont recevoir les parents concernés par l'aide médicale à la procréation, donc qui sont désireux d'avoir un enfant mais qui n'ont pas encore pu réaliser ce projet, des futurs parents, donc pendant la grossesse de la mère, et puis des bébés, le plus souvent avant soit les 18 mois du bébé, soit les 2 ans, soit les 3 ans du bébé. Donc ça, sur le site de l'ARIP. Et par ailleurs, il va falloir vous créer un réseau. C'est-à-dire que même si vous voyez une psychologue qui se dit, qui reçoit des bébés, il faut vous assurer qu'elle est formée par rapport à ça. C'est ce que je vais faire moi aussi du côté des ostéopathes. Et ça a deux répercussions importantes. La première, c'est que vous n'envoyez pas à n'importe qui. Et la deuxième, c'est que vous allez avoir un vrai réseau avec cette psychologue. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en lien avec elle et que vous allez faire des liens en accord avec le patient, parce que c'est vraiment important de se sentir attendu quelque part. C'est-à-dire que vous allez dire, vous voyez, ce qu'on s'est dit là, je vais en restituer quelque chose à cette psychologue ou à ce pédopsychiatre que par ailleurs je connais bien, en lui disant, voilà ce que j'ai pu moi retrouver lors de ma consultation et ce que vous avez pu me dire. Voilà. Donc finalement, on voit bien à quel point c'est important d'appréhender le bébé de manière transdisciplinaire. Et cette transdisciplinaire, c'est pas faire en sorte que le bébé il ait tout un tas de suivi, c'est justement travailler cette question du réseau. Et finalement, c'est, je crois, aussi quelque chose que je partage là avec Thierry, mais un peu ce qu'on cherche à véhiculer au sein d'Ostéonat, quelles que soient finalement les formations auxquelles vous avez pu participer, qui commencent à être nombreuses à Ostéonat. Cette transdisciplinarité, c'est vraiment un dialogue aussi autour des patients, avec le respect quand même de ce qui se fait dans le cadre des consultations, mais en accord avec le patient. C'est-à-dire que quand je fais des liens avec un ostéopathe, je ne vais pas restituer, parce que je suis soumise au secret professionnel, les choses très intimes de la consultation. Pour autant, je vais dire très clairement
aux parents ce que je vais restituer à l'ostéopathe pour l'aider dans sa consultation. C'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de l'enfant qui se tapait la tête, ben, je vais pouvoir dire, effectivement, on a pu se dire, madame, parce que le papa n'était pas là, que c'était des signes qui pouvaient inquiéter énormément, comme des signes d'autisme. Pour autant, ce n'est pas ce que ça m'évoque dans le cadre de la consultation. Donc, j'ai besoin que l'ostéopathe vienne voir ce qui pourrait être du cadre de la douleur. Et par ailleurs, je pense qu'il s'agit de l'ostéopathe, en l'occurrence, c'est Jean-Marie. Donc, je pense que tu auras reconnu ce cas clinique, Jean-Marie. Donc, finalement, cette transdisciplinarité qui renvoie aussi à la question du savoir-être en consultation, à la question de l'empathie et aussi à la question de pouvoir recueillir de la tristesse, de l'angoisse et de l'anxiété sans se sentir la personne qui va devoir traiter ces éléments-là dans le cadre de votre consultation, mais qui va pouvoir avoir un effet bénéfique aussi à la fois sur votre traitement, mais sur la prise en charge transdisciplinaire de ce bébé en orientant tel qu'on vient de le dire. Voilà, je pense que ces centres sectorisés, ça va être des consultations qui sont prises en charge, oui, qui vont être donc gratuites. Est-ce que tu as le sentiment que j'aurais laissé une question de côté? Je ne crois pas, mais voilà. On peut encore recevoir une... Peut-être une dernière question? Ah, voilà des questions. Ah non, merci. Est-ce que cette vidéo pourrait être disponible à la réécoute? Eh bien, nous-mêmes, nous ne le savons pas. On va essayer. On va tenter en tout cas d'en diffuser une partie. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer d'autres questions éventuellement qui vous seraient venues ultérieurement. Et puis, écoutez, je vous engage éventuellement à repenser à cette question de la psychopathologie et à toujours garder en tête les éléments qu'on a pu décrire ce soir. Il faut quand même préciser que ce soir, on était en concurrence avec le Premier ministre et que, malgré tout, il y a quand même... On peut le voir de manière de deux façons. Soit je vous ai permis de ne pas vous confronter à l'angoisse suscitée par la télévision et Jean Castex en particulier, soit finalement je vous ai mis en difficulté parce que peut-être que vous n'allez pas savoir que finalement on est confiné et que vous allez sortir alors même que vous n'avez pas le droit. Je m'en excuse par avance. Alors, voilà. À l'occasion, on fera une petite conf sur l'effet du confinement qui est très intéressant aussi par rapport à la maternité et au nouveau-né, je trouve. Et je pense que cette question mérite d'être traitée aussi dans une formule de ce type. Les effets du confinement qui ne sont pas tous négatifs, à mon avis, bizarrement, et qui vont aussi avoir des effets sur une longue durée, sur plusieurs années, sur les enfants qu'on va avoir dans les années qui viennent. Et je pense que ça sera intéressant, si ça vous intéresse, oui, alors je dirais que oui, de revenir avec nous un de ces jours là-dessus. Il faut bien comprendre que le masque, de manière générale, ne va pas être un problème, en tout cas, du moins pas directement sur les capacités du développement du langage chez l'enfant, mais va rendre difficile les interactions avec le bébé parce qu'au bout d'un moment, le bébé va se lasser de ce visage incomplet. Et d'ailleurs, les bébés qui vont bien vont tenter d'arracher le masque et dire, en gros, enlève-moi ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça, ce sont plutôt des bébés qui vont bien. Mais au bout d'un moment, ça va même parfois les perturber, mais ils vont arrêter d'être perturbés, de manifester qu'ils sont perturbés pour, comme un mécanisme de défense, c'est-à-dire qu'ils vont économiser de l'énergie et finalement se retirer de l'interaction. Donc ça, c'est vrai que c'est important de se former à l'observation du bébé parce que j'ai bien conscience que tout ce que j'ai pu développer, on ne peut pas l'acquérir comme ça parce que le bébé est complexe, d'autant plus que quand on parle du bébé, on parle du bébé de 0 à 1 an au moins, et qu'il y a une grande différence entre le bébé de moins de 6 mois et le bébé au-delà de 6 mois, bien entendu.
Est-ce qu'on peut juste avoir une réponse rapide à une dernière question qui me paraît très intéressante? Est-ce qu'un trouble de l'attachement parental peut ressembler à des symptômes du spectre autistique? Alors, la formulation de la question est un peu particulière, mais un trouble de l'attachement parental, ça voudrait dire que les parents ont des troubles de l'attachement. Alors ça, c'est très fréquent et c'est un motif de consultation parce que l'attachement se transmet beaucoup des parents à l'enfant. C'est-à-dire que si les parents ont un attachement sécure, ils ont 70% de chance d'avoir un enfant à l'attachement sécure également. Mais là, vous décrivez un trouble de l'attachement chez l'enfant, je pense, plutôt. Et effectivement, il y a un diagnostic différentiel important entre les troubles du spectre autistique et les troubles réactionnels de l'attachement. Merci. Voilà. Donc oui, là, il y a quelqu'un qui dit, Charlotte, que j'avais le sentiment d'être transparente pour le bébé. Ça doit vraiment vous alerter. Et d'une manière ou d'une autre, il va s'agir de voir dans quelle mesure ça se joue aussi entre les parents et le bébé, soit directement dans le cadre des interactions entre les parents et le bébé, soit en interrogeant les parents sur des difficultés éventuelles à entrer en lien avec le bébé. Il faut vraiment s'autoriser à poser ces questions. Voilà. Et à dire, vous voyez, par exemple, là, pour moi, c'est pas simple d'entrer en lien avec votre bébé. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que ça peut être rassurant, paradoxalement, pour des parents, que finalement, ils ne soient pas les seuls à être en difficulté à entrer en lien avec leur bébé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que eux-mêmes ne feraient pas bien, c'est quelque chose qui serait partagé. Et plus on va prendre en charge de manière précoce ces difficultés-là, qui par ailleurs, le retrait du regard peut aussi entrer dans d'autres cas de figure du côté du bébé. Un bébé qui est dans un retrait du regard, il n'est pas forcément à risque autistique. Il peut entrer dans d'autres catégories. Donc, encore une fois, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de dire ce que ce bébé vous fait craindre ou vivre. Marie-Camille, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, donc Thierry vous propose tout un tas de bibliographies. Donc, très psy, mais en l'occurrence, le livre dans lequel on a écrit tous les deux et qui est issu en fait d'un recueil de chapitres faits par tous les intervenants dans le cadre d'un DU qui a lieu à Paris 5 sur le développement cognitif et social du bébé, peut être intéressant parce qu'il y a d'ailleurs un kiné qui a écrit, une psychomotricienne, donc il n'est pas du tout uniquement psy comme on pourrait le penser. Marie-Camille, voilà. On peut conclure alors. Voilà, écoutez, encore merci pour votre attention. Merci à tous. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures, c'est ça la formule? Voilà. Donc là, n'hésitez pas à dire quelque chose si vous le souhaitez, mais je n'arrive pas à vous rendre les micros d'un coup. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et surtout bon courage dans ce contexte dans ce contexte quand même qui nous met à mal. Et à très bientôt.